Honorable Vangou. Merci, Honorable Président, pour la parole. Je remercie, je félicite les deux ministres pour leur exposé. Je voudrais plutôt adopter une approche contributive que inquisitoire ou inquisitoriale. Je commence d'abord par une remarque transversale. Le rapport de la Cour des comptes relève le problème de cohérence des données. J'en veux pour preuve 10 occurrences que j'ai retrouvées dans la loi qui renvoient à la discordance des données, à la divergence des données, à la dissonance de tel ou de tel autre chiffre. Donc, ce qui soulève un problème fondamental sur la fiabilité ou la crédibilité des données, parce que là, la reddition des comptes ne repose que sur l'information. Donc le fait qu'on ait autant d'occurrences qui renvoient à cette situation qui fait que les chiffres sont douteux, c'est une problématique au fait qui vraiment confirme qu'il y a grief d'insincérité des données, et ce grief met en péril l'ensemble même de l'exercice, parce que cet exercice ne repose que sur cette dimension. Alors, c'est une situation à laquelle on doit remédier. Ce que moi je voudrais suggérer au gouvernement, c'est d'abord de renforcer les systèmes de comptabilisation actuels. Je parle au ministre des Finances parce que je ne parlerai que de la loi de reddition des comptes. Déjà au niveau des services du Trésor, il faudra renforcer la comptabilité des ordonnancements, il faudra renforcer la comptabilité des paiements, parce qu'il ne doit pas y avoir discordance des chiffres entre la Banque centrale et la direction du Trésor, étant donné qu'à chaque décaissement correspond un avis de débit qui est émis, et cet avis de débit peut permettre déjà de tenir une comptabilité des opérations. Il faut accélérer la réforme de la comptabilité publique et du système d'information, parce que les retards connus au niveau de cette réforme conduit à ce qu'aujourd'hui, la collecte des données au niveau de la reddition des comptes est une collecte quasiment manuelle. Et la mise en place du réseau des comptables va automatiser la reddition des comptes et va nous éviter d'avoir un document qui est frappé de ces griefs d'insincérité et qui contrevient aux dispositions pertinentes de l'article 11, le dernier alinéa de la loi relative aux finances publiques. À cette problématique d'incohérence s'ajoute la problématique de l'exhaustivité. La Cour relève qu'un document capital, cardinal pour l'éclairage de cette chambre ne lui a pas été transmis. Et moi-même aussi, à moins que je ne m'abuse, je ne l'ai pas retrouvé dans l'alias qui m'a été donné. En fait, c'est l'état explicatif des dépassements des crédits. La Cour revient sur les cas de dépassement des crédits. La Chambre doit donner quitus à la gestion du gouvernement, mais on donne quitus en ayant quand même connaissance des causes qui ont conduit à ces dépassements. Ces documents ne sont pas là, donc c'est un mutisme qui écorne encore de plus la crédibilité de l'exercice. En ce qui concerne les remarques spécifiques, rapidement, je prends la dette intérieure. La dette intérieure, la Cour des comptes a relevé, et mon collègue aussi, les deux collègues qui m'ont précédé l'ont souligné, la dette non certifiée a été payée et les paiements ont observé la procédure d'urgence, alors que les manuels de la procédure de 2010 qui existent prescrit que la dépense relative à la dette intérieure est soumise à la procédure standard. Donc, un bon d'engagement signé par le ministre des Finances, comme c'est la classe 1, c'est le ministre des Finances qui est habilité à l'actionner. Donc, il faudrait, je me souviens que le gouvernement a adopté une stratégie relative à la dette antérieure en 2023. Il faudrait que les gouvernements puissent mettre en œuvre cette stratégie de manière à minimiser toutes les faiblesses qui ont été relevées par la Cour des comptes.
nous récupérons les dépenses en capital. L'évaluation PIMA a démontré que c'est une question structurelle plutôt que conjoncturelle, la dette publique, parce qu'en 20 ans, la République démocratique du Congo n'a affecté que 4% de son PIB. Donc, au fait, les dépenses relatives aux investissements n'ont représenté que 4% de son PIB, alors que la moyenne en Afrique subsaharienne est de 20%. Donc, fort de cette évaluation, il y a eu une feuille de route qui a été adoptée, que le gouvernement puisse mettre en œuvre cette feuille de route, de manière à ce qu'il puisse rapprocher les indicateurs de cette dimension aux standards internationaux. Nous avons enfin la problématique des dépenses, je cite Président, des dépenses en urgence. Les dépenses en urgence représentent aujourd'hui le taux de 51%, si on fait foi au rapport de la Cour des comptes. La conséquence, c'est que ces chiffres-là nuisent à la fiabilité du budget, parce que ça traduit une modification de la composition des dépenses telle qu'initialement autorisée par le Parlement lors du dépôt de la loi des finances de l'année. Ensuite, il empêche le contrôle a priori, qui est un contrôle cardinal parce que c'est un contrôle préventif. Donc, c'est un contrôle qui se passe au niveau de l'engagement et il traduit un relâchement au niveau de la discipline budgétaire parce que les instruments de régulation et de programmation ne sont pas observés. C'est ainsi que nous préconisons à l'égard de son Excellence ministre des Finances de rétablir, bon, normalement ce sont des mesures transversales avec son collègue du budget, la chaîne de la dépense. La chaîne de la dépense contient un module qui gère les dépenses en urgence. Nous demandons de prohiber les paiements par lettre du ministre des Finances adressés directement à la BCC. Nous demandons de rapporter l'arrêté interministériel mettant en place les comités des urgences parce que pour un circuit, on ne peut pas y avoir deux référentiels. J'ai dit président. Merci. Merci, honorable.